Bonjour mes élèves. Donc, pour aujourd'hui, on va terminer notre chapitre concernant les dysfonctionnements du système immunitaire. D'abord, on a commencé de parler de l'allergie, c'est-à-dire certaines personnes qui sont attaquées par des maladies allergiques, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il existe, ou bien le système immunitaire, chez certaines personnes, il peut c'est-à-dire se déclencher, donc elle peut déclencher une immunité contre des éléments qui ne sont pas offensifs par rapport aux autres. Donc on parle d'allergie. Alors, mais pour aujourd'hui, on va parler de notre dysfonctionnement du système immunitaire. C'est le cas du sida. Alors, séquence 2, le sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Alors, le sida, c'est une maladie contagieuse, c'est une maladie dangereuse connue dans les dernières années. Alors, que signifie chaque lettre? Alors, S, ça dit syndrome, il y a une D. D, déficience, c'était فقدان. I, immuno المناعة المكتسبة. إذا D, فقدان المناعة المكتسبة. Syndrome d'immunité. Alors, premièrement, on va parler de l'influence du VIH sur le système immunitaire. D'abord, le virus qui provoque, ou bien responsable de la maladie du sida, est appelé VIH. C'est un virus, alors on dit VIH, virus d'immunodéficience humaine. Virus إذا حمى ديال فقدان المناعة المكتسبة البشرية. Alors, pour déterminer les cellules immunitaires cibles du virus VIH responsable du sida, des chercheurs ont cultivé des lymphocytes T4 et T8 dans des milieux convenables contenant le virus VIH. C'est-à-dire, dans un milieu, ils ont mis des cellules T4, des cellules T8 et du virus. Voilà les résultats. Voilà. Donc, on vous donne ici le taux des lymphocytes T8 et des T4 dans le milieu. Alors, la première question, déterminer le taux des lymphocytes T8 et T4 au début de l'expérience, au 5e jour et au 25e jour. Revenons au document. Donc, ce sont des exercices que vous êtes déjà habitués à faire. Donc, au début, voilà, ça suffit de lire les valeurs. Donc, au début, voilà, donc 100% de T8 et 100% de LT4. Mais au 5e jour, regardez bien, au 5e jour, donc le taux des lymphocytes T4 est devenu 40%. Par contre, le taux des lymphocytes T8 est d'environ 92%. Au 25e jour, regardez bien, donc le taux des T4 est devenu presque aux environs de 4%. Il est devenu 4%. Mais pour les lymphocytes T8, il reste toujours aux environs de 92%. Voilà, la réponse. Deuxième question. Expliquez la variation observée dans le taux des lymphocytes, c'est-à-dire pourquoi, je reviens au document, c'est-à-dire pourquoi le taux des lymphocytes T reste toujours élevé, mais par contre le taux des lymphocytes devient très faible. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans le... pour expliquer ces différences, alors qu'est-ce qu'on a mis dans le milieu? On a mis des lymphocytes T8, lymphocytes T4 et le virus. Donc c'est très simple. Donc cette variation n'a comme explication que les lymphocytes T4, elles sont détruites par le virus VIH. Donc le virus VIH, il détruit les lymphocytes T4, mais il ne détruit pas les lymphocytes T8. Voilà l'explication. Voilà la réponse. Et on passe à la troisième question. Troisième question. Expliquez les conséquences de cette variation sur le fonctionnement du système immunitaire. Alors, s'il vous plaît, donc, on a déjà parlé des lymphocytes T4. Alors, ces lymphocytes T4, on a vu que les lymphocytes B et T8 ne peuvent pas
se différencier s'ils n'ont pas reçu un message de T4. Donc T4, ce sont les cellules, on dit piliers, ce sont des cellules pivots, ce sont des cellules, les chefs de l'immunité spécifique. Alors, lorsque les lymphocytes T4 reçoivent un message de l'antigène, donc ils vont sensibiliser les lymphocytes B pour se différencier en plasmocytes, puis donner des anticorps. Mais les lymphocytes T8 aussi, et lorsqu'ils reçoivent un message de T4, ils vont se différencier en TC cytotoxiques. Donc, le virus du sida, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il détruit T4. Alors, lorsqu'il détruit T4, donc, pas de sensibilisation de lymphocyte B, donc pas d'anticorps, pas de sensibilisation de T, donc pas de TC. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Donc, le système, donc l'immunité spécifique n'existe plus chez la personne. Donc, d'où on parle du sida. Donc, pendant cette période-là, qu'apparaissent les maladies qu'on appelle opportunistes. Les maladies opportunistes يعني الأمراض الانتهازية اللي كتنتهز يعني ضعف المناعة et donc le système immunitaire devient affaibli لكي تظهر. Alors ces maladies-là, elles sont banales, c'est-à-dire lorsque l'immunité chez la personne est intacte. Voilà. Donc voilà la réponse pour la question. Donc voilà, les lymphocytes T4 attaqués par le VH sont des lymphocytes primordiaux dans la réponse spécifique car ils activent les autres cellules immunitaires, c'est-à-dire lymphocytes B et lymphocytes T. Leur destruction provoque la chute du système immunitaire et ainsi l'organisme devient incapable de lutter contre les agents pathogènes, d'où l'apparition des maladies opportunistes. Conclusion. Donc le sida est une maladie virale, grave et contagieuse. Il s'attaque aux lymphocytes T4 et les détruit. Alors voilà, il s'agit de la même synthèse. Voilà le virus VIH, il détruit T4. Une fois T4 détruit, donc non différenciation des lymphocytes B et des lymphocytes T spécifiques. Non production d'anticorps et des cellules cytotoxiques. Donc déficience immunitaire. يعني فقدان المناعة المكتسبة. Petit 2. 2. Donc, évolution de l'infection par VIH. Alors, voilà, donc, lorsque la personne est contaminée par le virus, on peut observer 3 phases. La première phase, phase primo-infection, c'est le document que vous avez, c'est votre univers document. Essayez de me suivre sur votre univers document. Primo-infection, la première phase. Deuxième phase, la première phase, ça dure entre 3 jusqu'à 8 semaines. La deuxième phase, phase asymptomatique. Elle peut aller jusqu'à 2 ans. Et la phase du sida, c'est de 2 à 4 ans. Que se passait pendant la première phase? Pendant la première phase, alors le système immunitaire, il agit d'une façon tout à fait normale. Pourquoi? Dès la rentrée, que le virus pénètre à l'intérieur de l'organisme, donc il va se multiplier rapidement. Mais en même temps, après quelques semaines, apparition des anticorps et apparition aussi des lymphocytes T cytotoxiques. Alors, ce qui aboutit à la chute, à la diminution du virus. Mais les lymphocytes T, c'est-à-dire T4, elles connaissent une diminution, puis une augmentation après. Pendant la deuxième phase, c'est la phase asymptomatique dès qu'il n'y a pas de signe de sida. Mais, regardez bien, les virus, ils se cachent à l'intérieur des lymphocytes T4. Alors, les virus, ils ne se multiplient pas beaucoup, mais ils restent cachés à l'intérieur de T4. Mais les lymphocytes T4, donc le nombre, bien la quantité diminue, mais légèrement. Donc le système immunitaire continue à fonctionner. La dernière phase, c'est la phase la plus dangereuse, c'est-à-dire la phase où on parle du sida, la déclaration que la personne est atteinte du sida. Alors, regardez bien, dès que cette phase a été terminée, donc,
une augmentation, une multiplication très très rapide du virus, une diminution très très forte du lymphocyte T4 et diminution normalement de la quantité d'anticorps. Donc, lorsque le taux, la quantité des lymphocytes T atteint un seuil, donc le système immunitaire devient affaibli. Et à ce moment-là, donc apparition des maladies qu'on appelle maladies opportunistes. يعني كتظهر الامراض الانتهازيه. لماذا نسميها انتهازيه؟ لان كتنتهز ضعف الجسم. Donc, il profite de l'affaiblissement du système immunitaire pour devenir dangereuse par rapport à l'organisme. Mais avant, lorsque le système immunitaire est intact, donc il nous défend très facilement contre ces maladies. Normalement, on les appelle des maladies banales. Mais banales, c'est-à-dire lorsque le système immunitaire est intact. Voilà. Donc, voilà les trois phases, l'explication, le résumé. Après la contamination et durant la primo-infection, c'est-à-dire la première phase, le système immunitaire développe une réponse immunitaire normale. Il y a donc production d'anticorps et apparition des lymphocytes T tueurs. C'est-à-dire la première phase. Ainsi, la quantité du virus dans le sang augmente au départ, mais puis elle diminue grâce à la présence d'anticorps et des lymphocytes TC. Le sujet atteint, même s'il n'y a pas de symptômes qui apparaissent du sida, mais le sujet atteint est séropositif. Alors, on dit séropositif, c'est-à-dire lorsqu'il y a présence d'anticorps. Comment savoir que la personne est atteinte du virus? Donc, ça suffit de faire un test, on l'appelle test d'ELISA, utilisé souvent. Ce test, donc, peut nous dire est-ce que la personne est atteinte ou non par la présence ou l'absence de... Lorsqu'il y a présence d'anticorps, donc on parle de séropositif. Et il peut transmettre la maladie. Et ce sont les personnes qui sont très très graves parce qu'ils peuvent transmettre la maladie et la maladie parce qu'ils ne montrent aucun signe qu'ils sont attaqués par, ou bien ils sont porteurs d'elle, le virus. Durant la phase asymptomatique, le nombre des lymphocytes T4 dans le sang commence à diminuer. Et les lymphocytes T4, on n'a pas parlé ici, mais les lymphocytes T4, donc les virus, ils se cachent à l'intérieur des lymphocytes T4. Durant la phase du sida déclarée, le nombre de lymphocytes T dans le sang diminue fortement et la quantité du virus dans le sang augmente rapidement, ce qu'on a vu dans le document. C'est la phase de l'apparition des symptômes de l'immunodéficience, et notamment les maladies opportunistes comme la tuberculose, la pneumonie ou le sarcome de Kaposi cancer. Égal cancer. Alors, le sarcome de Kaposi, c'est une sorte de cancer où lorsqu'on observe des éruptions au niveau de la peau. Troisièmement, mode de transmission et prévention contre le VIH. Alors, le VIH, il peut être transmis de plusieurs manières. D'abord, dans le premier rang, on trouve les rapports sexuels. Donc, une personne porteur du virus, il peut transmettre à son partenaire au moment du rapport sexuel le virus du sida par la muqueuse vaginale ou bien par la muqueuse qui vient avec le sperme, avec le sperme. Donc, ou bien, alors, contamination mère-enfant pendant la grossesse. Alors, une femme enceinte, il peut aussi transmettre le virus à travers le placenta à son fœtus, bien son embryon. Donc, puis aussi, mais la même chose, une femme allaitante, elle peut transmettre le virus à son bébé à travers le lait. Une contamination par des instruments souillés, surtout les personnes qui se droguent, ils utilisent des seringues. Et ces seringues, si la personne est porteur du virus, donc il peut le transmettre directement à son camarade. Voilà. Le VIH, donc voilà le résumé, le VIH se transmet par rapport sexuel de la mère à son fœtus, par le sang, transfusion sanguine, mais le VIH ne se transmet pas par le toucher, la nourriture, le baiser, les moustiques, la toux, l'éternuement. C'est le contraire du coronavirus. Alors le coronavirus qu'on dit actuellement, c'est le plus dangereux virus connu. Ça fait
des années et des années. Donc actuellement, c'est le virus le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il se transmet, d'abord, n'est pas bien connu jusqu'à maintenant, et ensuite, il se transmet rapidement et facilement. Donc, à travers la toux, l'éternuement, la toux, le toucher, tu peux toucher par exemple un objet, par exemple, souillé par exemple par des virus, et si tu touches par exemple le nez ou la bouche, donc tu capteras tout de suite le virus. Donc, il se transmet facilement. On peut prévenir la transmission du virus par une série de comportements. Fidélité conjugale, الإخلاص في الزواج, utilisation de préservatifs, utilisation des seringues stériles à l'usage unique, stériliser les objets tranchants, outils de coiffure par exemple. Alors, merci sur votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.